Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris Pluriel, 106.3. Lire, L'-I-R-E comme colère, mais aussi comme parole, qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui François Massu. Il est le créateur du collectif Poésie is Not Dead, fondé en 2007. Poésie is Not Dead qui est défini comme un concept et un collectif polymorphe et protéiforme qui se veut être un rhizome entre la poésie contemporaine et les autres arts. Alors, Poésie is Not Dead propose des actions autour de la poésie pour la livrer des espaces institutionnels où elle est très souvent enfermée, je cite toujours, et réservée à un public restreint, un public choisi où elle demeure l'apanage d'une pseudo-élite. Les actions menées par ce collectif visent donc à porter le poème dans des espaces du quotidien pour toucher un public non averti. François Massu va donc nous dire comment créer, comment diffuser, comment donner accès à la poésie, surtout à la poésie contemporaine dans l'espace public, et surtout pourquoi, qu'est-ce qui a motivé sa démarche et qu'est-ce qui fait depuis tant d'années qu'il continue. Alors François Massu, merci. Merci. Merci d'être là et de dire toutes ces belles choses que vous faites pour nos auditeurs. Et d'abord, est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est que Poésie is Not Dead ? Alors, comme vous l'avez annoncé, c'est un collectif. C'est surtout un espace de rencontre. C'est pas le fait d'une personne ou d'un groupe comme on a pu voir par le passé, comme les lettristes, les dadaïstes, les situationnistes. C'est un groupe qui se modifie selon l'objectif que l'on souhaite donner à un événement donné. C'est ce qu'on appelle l'intermédia, développé par Dick Higgins, un des co-créateurs de Fluxus, c'est-à-dire vous avez un objectif donné, notamment autour du poème, et par rapport à cet objectif donné, ce que l'on souhaite transparaître, ce qu'on souhaite diffuser, on s'entoure de spécialistes, de musiciens, toujours de poètes contemporains ou d'œuvres de poètes contemporains ou modernes, et on peut agréger des comédiens, des sculpteurs, des musiciens expérimentaux pour un événement donné. Je pourrais donner plusieurs exemples. Et donc, c'est comme ça qu'est devenue Poésie is Not Dead, parce que souvent, je me rendais compte qu'on était plutôt enfermé dans des chapelles, c'est-à-dire, comme vous le mentionnez, il y a 15 ans, j'allais à des lectures de poésie qui ne me parlaient pas, ou en tout cas que je trouvais très pédantes, et j'avais l'impression d'être dans un petit milieu. Les gens se connaissaient, c'était sympathique par ailleurs, mais je ne me reconnaissais pas dedans. Donc on en a parlé avec plusieurs jeunes éditeurs à l'époque, qui avaient une revue qui s'appelait Pyro, les éditions Le Grand Incendie. Et autour d'eux, ces jeunes poètes, il y avait aussi des musiciens expérimentaux. Et on a créé avec ces musiciens expérimentaux plus des vidéastes qu'ils connaissaient par ailleurs. Donc c'était Christophe Hacker, Anne-Sophie Thirillon, Jean-Marc Vadel, Tivila Sonore et Thomas Fernier. On était deux musiciens expérimentaux, 2 vidéastes, et moi, qui était un peu comme, grand mot, chef d'orchestre, et on invitait des poètes pour diffuser de la poésie dans des lieux divers et variés. Ça a été des lieux institutionnels, je n'ai pas rejeté complètement les lieux institutionnels, donc on a commencé notamment dans ma ville d'origine, qui est Charleville-Mézières, au musée Rimbaud, à la médiathèque Voyelle, et puis vivant à Paris, mais ayant toute ma famille à Charleville, ma mère y vit toujours, toute ma famille est restée là-bas. J'ai continué à développer des choses à Charleville et à Paris. Puis après, ça s'est percolé, ça a pollinisé en dehors de Paris. On a fait des choses à Marseille, à Bruxelles. Et puis j'ai un lien fort, on en parlera avec le Québec, parce que c'est notamment j'appelle mon oncle d'Amérique, Jean-Paul Daou, qui en 2006, allant au Québec, parce que j'avais fait mes études en partie au Québec, parce que moi je n'ai pas une formation ni artistique ni littéraire, je suis un économiste et juriste. Donc souvent, dans le milieu de la poésie, on me prend pour un ovni. Mais bon, Bernard Heidsieck, dont on parlera, était aussi dans le milieu bancaire. Donc c'est bien aussi de pouvoir être pas complètement dedans et d'avoir surtout une indépendance
à la fois intellectuelle et également financière, parce qu'on en parlera, je travaille très peu avec les institutions, notamment des subventions, pour garder ma liberté. Et donc Jean-Paul Daou, un soir, même si un soir, était à 6h du matin, il m'a dit, bon, t'es de Charleville, pourquoi tu ne crées pas un festival à Charleville? C'était en 2006. Et donc, effectivement, en rentrant de Montréal, j'ai été voir le conservateur du musée Rimbaud et je lui ai demandé, je ne le connaissais pas, n'ayant pas eu la chance, venant d'un milieu ouvrier, mes parents ne m'emmenaient pas au musée. Chez nous, on n'avait pas de livre de poésie. Les seuls livres qu'on avait, c'était des livres de cuisine, les encyclopédies de cuisine ou tout l'univers. J'avais que ça comme livre. Chez moi, c'était pareil. Donc, voilà, n'ayant pas accès à la culture, je me suis, entre guillemets, construit moi-même un transfuge social, comme c'est un mot à la mode avec Annie Ernaux. Donc, de passage de Charleville, où à 17 ans, comme Rimbaud, je suis parti à Paris faire mes études à Paris-Dauphine. Et donc voilà. Donc après, en revenant, j'ai voulu créer ce festival et ce collectif où on faisait des lectures de poésie avec ces 2 musiciens expérimentaux et la projection comment dire, de vidéos expérimentales, parce que Christophe et Anne-Sophie ont fait des études de beaux-arts, faisaient des vidéos expérimentales, et ces poètes rentraient dans cet univers et ça créait un peu une symbiose, ce fameux rhizome entre ce dialogue qui existe depuis longtemps. Hein. Les poètes de la Beat Generation travaillaient avec les musiciens de jazz, donc on n'a rien inventé. Mais on trouvait intéressant d'avoir ce dialogue et ça créait des situations un peu exceptionnelles. On a eu des lectures où, effectivement, pour créer de l'émotion. Avant tout, on n'est pas là pour faire de la branlette d'esprit, si je peux me permettre, mais plutôt pour créer une émotion. Et donc, vous êtes plusieurs, vous êtes 3, vous êtes 4, ça dépend. Alors, effectivement, il y avait cette base. Pour diverses raisons, Jean-Marc est parti à La Réunion et malheureusement est décédé il y a quelques années. Thomas est parti à Rennes et Christophe et Anne-Sophie, qui malheureusement ont connu le Bataclan, sont partis de Paris et maintenant vivent loin. Donc, je suis resté seul. Et je continue à créer ce collectif Poésie is not dead, mais avec d'autres personnes. On parlera, l'espace public est pour moi fondamental. J'ai toujours voulu sortir la poésie des institutions. Donc j'ai travaillé effectivement avec le musée Rimbaud, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Et je travaille toujours par ailleurs de temps en temps. Là, on en parlera. J'ai fait une exposition au musée Rimbaud de poétesses, femmes, poétesses intermédiaires autour de leur travail plastique, vidéo, sonore. Donc exposition qui était jusqu'au musée Rimbaud il y a encore 3 semaines, que j'avais faite en premier lieu à Paris, à la Galerie Satellite. Mais mon travail, pour beaucoup, c'est dans la rue. Et là, j'adore la rue. Voilà. Donc, tu projettes des choses sur les murs, tu investis les espaces publics avec la poésie, que ce soit en images ou avec du son, quoi. Effectivement, tu parlais des projections. Pendant le confinement, tous les soirs, je projetais. J'avais la chance d'habiter un atelier rez-de-chaussée où en face, c'est un grand mur blanc. Et je projetais tous les soirs de la poésie contemporaine. Donc, tous les voisins regardaient. Je sortais les amplis et je projetais sur un mur. Ça faisait du 4 mètres sur 3. Un poème de Gerasim Luka, Christophe Larco, Julien Blaine, Denise Deshôtels, Liliane Giraudon. Voilà, des poètes contemporains ou modernes. Malheureusement, on n'a pas d'image d'Antonin Artaud ou de Raoul Haussmann ou d'autres. J'ai projeté aussi notre ami le coyote Michel Giroux. Mais voilà, donc c'était ça, et c'était un rendez-vous de quelques minutes, de 4-5 minutes tous les soirs à 19h56. Et donc, pendant tout le confinement, premier, deuxième confinement, et voilà, donc ça, c'était drôle. Et d'autres choses, il y a des œuvres plastiques également. J'ai créé avec le sculpteur, mon ami québécois Michel Goulet, toujours le lien avec le Québec, les chaises et bancs poèmes du Jardin du Palais Royal, qui est là, permet d'ancrer le poème dans l'espace public. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on va faire notre première pause? Tu veux nous présenter Jean-Paul Daou? Donc, Jean-Paul Daou est un poète québécois qui travaille beaucoup sur l'oralité, parce que vous comprendrez, délivrer le livre, c'est dans l'oralité, mais également il est dans l'écriture, et c'est pour moi une rencontre disruptive, fondamentale, et ça reste un ami, et je vais le voir régulièrement à Montréal. Et son poème qui écrit sur J'écris dit bien quelle est l'origine. C'est toujours difficile de décrire ce que c'est que la poésie. Je ne suis pas Jean-Pierre Siméon, je ne fais pas un livre sur qu'est-ce que la poésie, un petit traité de poésie, mais là, je trouve que Jean-Paul, mon grand ami, décrit bien ce que c'est la poésie. Alors, on va écouter Jean-Paul Daou et J'écris. J'écris pour des autoroutes tachées de paillettes de sang, sur la ligne blanche des palimpsestes de mort, les fossés gorgés de squelettes. J'écris, c'est ma façon de rester vivant.
perdu aux touristes dans les catacombes de la page ivoire. J'écris pour les accidentés en tort ou pas. Et ceux qui observent n'ont qu'à bien se tenir, eux sont next dans l'ambulance. J'écris. Si je rafle des prix, tant mieux. J'écris parce que maintenant tu n'es pas là et parce que je m'ennuie. J'écris pour dénoncer des niaiseries. J'écris parce que je suis un enfant de Jocaste. J'écris comme le corps dans un sauna. J'écris parce que tu es là, plus beau que jamais que... J'écris pour faire mon show ontologique. J'écris parce que Venise, la chatte blanche à la fourrure célèbre, me regarde, me fait des yeux verts indescriptibles, mais méchants. J'écris parce que c'est ça ma vie. Parce que j'ai été surpris par la vie, parce que ça m'éloigne du téléphone et des conversations stupides. J'écris parce que j'aime le jazz et le rock'n'roll. J'écris parce que je ne regrette rien. Puis après la chanteuse, ça prend bien un gars pour le dire. J'écris parce que je vais quand même mourir. J'écris, tant pis si ça vous dérange, j'écris parce que j'aime ça. J'écris pour guérir les blessures de l'enfance. J'écris pour guérir les blessures de l'âge. J'écris à m'en rendre plus malade. J'écris pour aller ausculter la folie. J'écris pour être avalé par le grand trou noir des mots. J'écris parce qu'ils sont d'une beauté terrible. En rendre cardiaque le temps présent, quand sur un fil tendu comme une ligne, l'écrivain n'a pas toujours la chance de se créer un filet. J'écris à temps plein, non par choix mais par urgence, comme un joueur invétéré, comme un alcoolique, un drogué accroché à l'émotion, au sens, j'écris. Comme si je vivais une histoire d'amour et de haine, sans rien savoir de l'horizon, histoire d'harnacher l'alphabet, pour ceux et celles qui ne le peuvent pas, n'osent pas. J'écris enragé comme un ouragan, furieux comme un volcan, défoncé comme un opiomane, voué à l'éphémère, à l'extase, à l'échec. Je persiste. J'écris avec mon sperme qui neige sur la page, beurré de désespoir intimiste et planétaire. J'écris pour fesser dans le tas. Je n'écris pas pour faire joli, je n'écris pas pour la galerie, je n'écris pas pour plaire, même si j'écris pour être aimé. J'écris et autant n'emporte le poème. J'écris pour ne pas tuer, disait un autre poète qui s'est tué à le faire. J'écris pour décrocher les étoiles, pour faire trembler la terre, pour faire éclater mon miroir où je rugis comme Narcisse. J'écris pour rendre un instant l'ombre lumineuse. J'écris parce que les mots m'écrivent. Fréquence Paris Pluriel 106.3, vous écoutez Lire du dire et je suis aujourd'hui avec François Massu, créateur de Poésie is not dead. Alors on évoquait pourquoi, comment, Poésie is not dead, et puis tu disais que on avait évoqué le fait que tu es projeté justement de la poésie sur les murs, que tu l'inscris dans l'espace public, que tu la sors du confinement quasi permanent dans laquelle elle est très souvent. Et qu'est-ce que ça fait de projeter de la poésie sur les murs de Paris ou de n'importe quelle ville? Qu'est-ce que ça fait d'offrir ça aux gens qui passent? Je le mentionnais avant, j'ai pas eu la chance, moi, d'avoir accès à ça. C'est un peu une revanche, si vous voulez. Et je me rends compte, et quand on prend le métro ou le train ou dans la rue, les gens sont scotchés sur leur téléphone. L'idée, c'est de les sortir, je dirais, de faire une incision, savoir ce fameux contreflux des situationnistes, c'est-à-dire où les gens sont un peu comme des robots. Malheureusement, hein, c'est pas, je leur jette pas la pierre, mais ils sont pris par leur quotidien rythmé, le fameux métro boulot dodo qui est un poème à l'origine. Et donc, l'idée, c'est de mettre une parenthèse poétique dans cet espace qui nous enferme, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de voir la beauté du quotidien. Et quand vous faites une projection d'un seul coup sur le mur, les gens s'arrêtent, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils sont complètement, je dirais, surpris. Alors, ça peut ne pas toucher tout le monde, mais ça touche, je pense, quand même un large public. Et dès lors qu'on travaille sur le langage,
dans la rue où j'habite, rue de la Folie-Méricourt, j'ai fait aussi beaucoup de peinture avec un lettrage qui est proche d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est Jacques Villeguier, avec son fameux alphabet sociologique, que j'ai retravaillé personnellement, avec des citations de poèmes. Et donc ça, je les inscris sur les murs, et à la fois les rideaux de fer des magasins quand ils sont fermés. Et ça touche beaucoup de gens. Et ça reste. La mairie de Paris les efface pas. Et donc, c'est des citations. La dernière fois, j'ai mis John Giorno, un des grands poètes américains que j'ai eu la chance de rencontrer, que j'aime beaucoup aussi. Tristan Tzara, La pensée se fait dans la bouche. Elle dit tout, cet extrait. Et puis, les bancs poèmes et les chaises poèmes. Moi, je suis pas sur les réseaux de cas sociaux. On m'a dit dans le jardin du Palais Royal que les photos les plus prises dans le jardin du Palais Royal, les fameux hashtags, c'était les chaises et bancs poèmes, parce que ça touche les gens. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est de ça? Un texte, une phrase de Alors c'est quoi? Décris-nous, c'est des poèmes sur des bancs. Alors c'est à la fois les poèmes sur les bancs, qui effectivement sont inscrits sur le dossier des bancs, donc c'est très simple. On a créé une allée Colette, une allée Cocteau. Alors Colette n'était pas poétesse, mais de l'autre côté de Colette, j'ai mis 12 poètes femmes également, des poètes contemporaines ou modernes, et de l'autre côté Cocteau, j'ai mis 12 poètes hommes avec ces citations. Ça va à la fois, j'aime le côté éclectique, ça va à la fois de Bernard Heidsieck, poésie sonore, à Paul Celan. Donc c'est le grand écart, chacun sont dans des univers et des chapelles entre guillemets différentes, mais ils ont chacun leur légitimité, leur singularité. Et là, c'est important d'offrir à un public non averti je dirais, c'est un peu la poésie, je toujours dis, c'est comme un grand repas, un grand buffet. Vous prenez plein de choses et puis il y a des choses qui vous plaisent et pas d'autres. Moi, je suis plus sensible aux poésies dites expérimentales, même si j'aime pas ce mot. Enfin, c'est poésie plus dans l'oralité ou la poésie action-performance. Mais j'aime beaucoup lire également du Yves Bonnefoy ou du Paul Celan, mais c'est pas la même approche. C'est une lecture du livre qui est de chez vous de façon intime. Et donc, ces bancs poèmes et les chaises poèmes, les fameux confidents, où vous avez à la fois des confidents qui sont comme des causeuses, ces chaises en vis-à-vis, où vous avez sur le dossier effectivement un texte gravé au laser, comme mon ami Michel Goulet, qui travaille, un des grands sculpteurs nord-américains, a travaillé le travail de la chaise après avoir fait de l'art conceptuel. Il s'est dit, revenons à des choses simples, mais voilà, cette chaise où on s'assoit, où on est là tous les deux assis, et en même temps il y a un boîtier sonore où vous branchez vos écouteurs, vous entendez de la poésie. Donc il y a à la fois du son et à la fois du visuel. On a là rajouté des QR codes parce qu'on se rend compte qu'effectivement, les gens de moins en moins d'écouteurs à fil. Mais voilà, donc c'est ce genre de choses. Et puis, autre chose que je n'ai pas mentionné, j'ai créé il y a plus de 10 ans la Rimbaud Mobile. Ah oui, j'allais te demander la Rimbaud. Je ne suis pas sûre, je te vous vois alors. Donc cette Rimbaud Mobile, c'est une voiture, c'est une Citroën Ami 8 de 1972 exactement, que j'ai récupérée à Roche, qui est le village de la ferme de la famille Rimbaud, où la mère de Rimbaud avait cette ferme qui lui a permis de vivre parce que son mari militaire était parti et un jour n'est jamais revenu, et où Rimbaud écrit Une saison en enfer. Et cette ferme a été dynamitée par les Allemands en 18. Il ne reste plus qu'un mur et une maison qui a été construite dans les années 25-30 que Patti Smith a racheté il y a quelques années. Pour l'instant, il n'y a rien, malheureusement, mais elle veut en faire une résidence ou un lieu. Et donc, il y avait une ferme, c'est un non-lieu, parce qu'il y a 3-4 fermes au milieu de ce qu'on appelle la Champagne pouilleuse. Il y avait cette voiture qui pourrissait sous une grange, et j'étais voir l'agriculteur en lui disant, qu'est-ce que vous en faites? Oh, rien. Il dit, je vous la vends. Je l'avais acheté 100 €, et puis je l'ai fait réparer. Et puis, dessus, quand j'étais petit, dans les Ardennes, il y avait des voitures de cirque qui passaient dans les villages, et qui disaient, ici, le cirque Zavata, ce soir. Et donc, j'ai fait mettre sur le toit de cette Rimbaud Mobile un mégaphone où on fait effectivement ces road trips de poésie-action. On diffuse la poésie avec ce mégaphone qui porte à 3 km. Donc on l'a fait plusieurs fois et j'espère le reprendre prochainement parce que les gens ouvrent les magasins, les portes sont surpris. Et voilà, et après on s'arrête à un endroit et on fait une performance sur une place publique. Et c'est très drôle. Mmh. Et moi, je pense qu'on peut faire notre pause numéro 2 et écouter Bernard Heidsieck. Est-ce que tu peux nous le présenter? Puisque c'est toi qui a souhaité, qui a choisi. Je suis très contente que tu nous fasses partager cet univers de ce que tu aimes aussi particulièrement.
Bernard Haitink, effectivement, il a créé, c'est un des créateurs de la poésie action, poésie sonore, avec d'autres, Robert Filiou, et puis il était avec Henri Chopin. À un moment donné, ils se sont séparés. Bon, il y a toujours dans chaque milieu artistique des séparations. Mais ce que j'aime chez Bernard Haitink, c'est ce mélange à la fois contemporain, où il a utilisé des machines pour faire des échos sur son travail, mais également sa démarche. Si je le cite, effectivement, ce qui m'a touché, c'est pour lui, l'objectif, c'est de... À quoi bon, je le cite, à quoi bon un poème, tout court, s'il ne contribue pas, tant soit peu, à oxygéner, brûler, irradier ce qu'il touche ou doit toucher et tente d'atteindre. Ce n'est pas le public habituel de la poésie avec ses applaudissements de politesse, mais c'est un auditoire non averti, non préparé. C'est ainsi, dans cette situation de risque et de fraîcheur, en fait, que la poésie, toujours, devrait se communiquer. Funambule et présente, malgré tout. Alors, on va écouter Vaduz, ça se dit, je crois. Vaduz, oui, c'est ça. Vaduz, enregistré en 1974, Bernard Haitink. Autour de Vaduz, il y a des Suisses. Autour de Vaduz, il y a des Autrichiens. Autour de Vaduz, il y a des Allemands. Il y a autour de Vaduz des Tyroliens. Il y a des Saxons. Il y a autour de Vaduz des Bavarois. Il y a autour de Vaduz des Silésiens, des Tchèques. Il y a autour de Vaduz des Slovaques. Il y a autour de Vaduz des Magyars. Il y a des Slovènes. Il y a des Ligures, des Vénitiens, des Italiens. Il y a des Provençaux. Il y a des Savoyards. Il y a tout autour de Vaduz des Lorrains, des Alsaciens. Il y a autour de Vaduz, il y a des Polonais. Il y a des Grands Russes. Il y a des Ruthéniens. Il y a autour de Vaduz des Tziganes. Tout autour de Vaduz des Ukrainiens. Tout autour de Vaduz des Monténégrins. Tout autour de Vaduz des Roumains. Tout autour de Vaduz des Serbes. Il y a tout autour. Il y a tout autour de Vaduz des Serbo-Croates. Il y a des Macédoniens. Il y a autour de Vaduz des Albanais. Il y a des Grecs, des Siciliens, des Toscans, des Sardes, des Néfusa, des Berbères. Il y a des Andalous autour de Vaduz. Il y a des Espagnols. Il y a des Catalans. Il y a autour de Vaduz des Basques. Tout autour de Vaduz des Occitans. Des Auvergnats. Il y a autour de Vaduz. Tout autour de Vaduz des Français. Tout autour de Vaduz des Bretons. Il y a des Wallons. Il y a des Wallons. Autour de Vaduz des Gallois. Il y a autour de Vaduz des Flamands. Il y a des Néerlandais. Tout autour de Vaduz des Anglais. Il y a des Frisons. Il y a autour de Vaduz des Prussiens. Il y a autour de Vaduz des Danois. Il y a des Baltes. Tout autour de Vaduz des Lituaniens, des Estes, des Caréliens. Il y a autour de Vaduz, il y a des Blancs Russes. Tout autour de Vaduz, il y a des Juifs. Il y a tout autour de Vaduz des Finlandais. Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est Lire du dire et je suis avec François Massu et Poésie is not dead. Alors on évoquait tout ce que tu as fait, produit, inscrit dans l'espace public ou privé, institutionnel même. Voilà, on va pas scinder, on va pas considérer les choses
de manière manichéenne, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça produit, la poésie, chez les gens? Voilà, quel est le pouvoir de la poésie et qu'est-ce que fait proposer de la poésie? Voilà. Je sais pas si elle a un pouvoir ou c'est pas son objectif premier. Avant tout, elle doit créer de la beauté, de l'émotion, mais une émotion forte, une certaine. J'en parlais souvent avec notre ami Serge P. Effectivement, ça doit casser, si vous voulez, je dirais la structure, la carapace dans laquelle on est construit toutes et tous par notre histoire personnelle et par ce monde social qui vous moule, hein. Comme dit aussi également notre ami Joël Hubaut, on est moulé à la louche. Donc c'est démoulé, lui il démoule comme il vient de Normandie, donc il est très influencé par le camembert. Donc voilà, c'est être démoulé et essayer de casser ce cadre dans lequel on est. Je pense pas qu'elle ait une fonction politique, alors je me fais toujours très attention, elle a une fonction poétique. On est plutôt, Poésie Note, un franc-tireur que s'inscrire dans une chapelle ou une autre. Et voilà, avant tout, créer de l'émotion. Et j'ai pu constater que ça peut changer vraiment la perception. Je dirais pas ça change la vie des gens, mais la perception de la vie. Pour moi, ça me l'a provoqué. Donc, ça a été pour moi un élément déterminant. Ça m'a construit. J'en ai parlé à d'autres. Pour certains, la poésie les a sauvés. Je me rappelle d'Olivier Comte, des Souffleurs commando poétiques. On en avait parlé. Il m'a dit oui. Notamment Rimbaud l'avait sauvé à un moment donné où, voilà, psychologiquement, c'était compliqué. Donc voilà, ça peut être un élément, voilà, de disruption à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on essaie à notre petit niveau. On cherche même pas ça à l'origine. C'est avant tout s'amuser, le faire dans l'humour. Donc on s'inscrit également dans les mouvements post-fluxus. Notamment, je suis très influencé par Robert Filiou. Mais l'idée, c'est pas d'imposer un message politique ou dire la poésie doit faire ça. Il y a d'autres personnes qui le font mieux que moi et je partage pas forcément leur point de vue parce que je trouve que la poésie doit être apolitique, bien au contraire. Mais est-ce que pas s'attaquer, mais avoir un côté subversif par rapport au langage, qui est souvent un outil de manipulation, est-ce que c'est pas justement éminemment apolitique, donc politique? Oui, effectivement, dès lors qu'on casse le langage, du langage quotidien, mais elle veut pas dire que je dirais, faut que ça se fasse de façon permanente et continue. C'est pas dire, c'est ça la vérité, donc je fais toujours la même chose d'un point de vue poétique. L'idée, c'est comme un artiste, n'importe quel artiste, il évolue dans sa façon d'écrire, il évolue dans sa façon de peindre, de sculpter, de jouer de la musique. Et c'est pas se reposer sur des lauriers. On est toujours en work in progress. Quand je parle avec mon ami Joël Hubaut, il me dit oui, finalement, le texte que je dis, c'est toujours plus ou moins le même, mais il progresse au fur et à mesure. Donc, effectivement, le côté apolitique est également certainement politique, mais c'est pas l'objectif premier. C'est un besoin nécessaire de casser cette carcasse et cet enfermement dans lequel on est. Et par l'émotion, alors? Est-ce que l'émotion nous rassemble et crée un collectif humain? Oui, l'émotion, la beauté peut effectivement rassembler, et on le voit bien, et créer un effet un peu catharsis. Alors, quelquefois, je sais que quand je faisais les projections, ils écoutaient Gerasim Luka ou, je sais pas, Charles Penquin ou des plus radicaux comme Henri Chopin ou d'autres poètes qui ne sont même pas dans le langage, les lettristes ou qui ont un autre langage, mais ça, ils disent c'est de la poésie, c'est pas ça de la poésie. Ils ont une vision, et je peux pas leur en vouloir, de ce qu'on nous apprend les cours élémentaires de la récitation, qui malheureusement fait un peu de mal. C'est important. Des dégâts, comme vous le mentionnez. Je pense que c'est important de connaître des poèmes par cœur. C'est quand je parle effectivement à un comédien comme Nazim Boudjena ou Denis Lavant. Denis me disait qu'il récitait dans la rue Le bateau ivre et ça crée quelque chose. Mais effectivement, c'est important
Est-ce que ça crée un rassemblement? Certainement, un rassemblement de pensée, je ne sais pas, mais en tout cas, individuellement, ça crée une émotion. Et toujours cette émotion, elle est autre, singulière que celle qu'on peut essayer de nous fourguer par nos téléphones cellulaires, par le streaming, par les plateformes Netflix et compagnie. Voilà. Mmh. Et est-ce que la poésie est un genre moins lu, alors, déserté? Est-ce qu'on peut affirmer ça? Je dirais pas que... on le sait bien. Est-ce qu'elle est lue? Déjà, est-ce qu'elle est peu diffusée? Il y a aujourd'hui beaucoup de maisons d'édition. Je crois qu'on n'a jamais autant publié aujourd'hui que par rapport au 19e siècle. Mais elle est peu diffusée parce qu'elle n'est pas économiquement viable. Donc, vous avez des éditeurs qui sont soutenus par les instances publiques, par le CNL, par les régions et autres. Et puis, vous allez dans une librairie. Alors, Paris n'est pas un bon parangon, comme on dirait, parce qu'on a des librairies qui offrent des choses assez différentes, mais vous allez quand je vais même à Charleville, dans la librairie Rimbaud, il y a le rayon Rimbaud, mais en poésie contemporaine, ça fait 30 cm et vous avez que la collection Gallimard. Et je trouve dommage. Et souvent, aussi là, dernièrement, j'ai repris avec mon ami Xavier Dandois de Casabianca la revue Dox, qui est la plus vieille revue de poésie expérimentale créée par Julien Blaine en 1976, qui avait été ensuite continuée par Jean Toré-Grossa et Philippe Castelin. Et malheureusement, Philippe nous a quittés il y a un peu plus d'1 an. Et donc, l'idée, c'est peu diffusé parce que c'est non économiquement viable. Et après, les poètes sont un peu fautifs aussi, je pense. Il y a une responsabilité collective depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un côté hermétique de la poésie qui s'est mis en place. Il y a eu un côté très individualiste. Il y a un côté de peu diffusé. Et même parmi les poètes expérimentaux aussi, j'en avais parlé avec certains, ils restaient dans leur chapelle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la peur de l'autre? Est-ce que c'est le fait qu'ils attendaient dépendre des subventions publiques? C'est pour ça que je disais tout au début, j'ai mon indépendance et je n'attends pas d'avoir une subvention publique pour faire un événement, bien au contraire. S'il y en a une, tant mieux. Le seul qui nous aide aujourd'hui, c'est Vincent Gymnoponce avec le marché de la poésie. Tout à fait. Qui est toujours fait énormément. Voilà, donc Vincent, merci infiniment. Il a toujours été présent. Mais sinon, on travaille avec les institutions. La DRAC, un jour, m'a demandé remplissez un dossier. Je l'ai fait une fois. Je n'ai jamais même eu de réponse, même pas négative. Donc, je me suis dit, c'est pas mon truc. Donc, faisons les choses de façon, alors souvent gratuite, sans argent, avec peu de moyens. Mais on s'amuse très bien. Et on va écouter Christophe Darcos, Je gonfle, qui est un enregistrement tambour et tombola pour la soirée Hiatus à Caen, le 7 mai 1998. Voilà Christophe Darcos. Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite. J'ai un problème, voilà, qui est très explicite et complètement collé. J'ai un problème, voilà, et complètement explicite, c'est complètement collé ensemble tout, parce que tout ce qui est collé, c'est-à-dire tout ce qui sort de ma bouche, j'ai remarqué, est collé. C'est-à-dire, j'ai un problème, c'est complètement explicite,
C'est-à-dire, je ne dis pas c'est un problème et après je dis c'est complètement explicite. Je dis d'un coup c'est un problème, c'est complètement explicite. C'est-à-dire c'est d'un seul coup. Quand je fais une tirade, n'importe quelle tirade, la tirade elle est collée. Mais elle est collée à quoi? Je me demande si c'est pas à l'intérieur de ma bouche que c'est collé. Voilà. C'est sauf que quand je me tais, c'est plus collé. Au lieu de dire, par exemple, « Oh, le beau tambour mou, j'ai bien envie de toucher ce beau tambour mou », on dirait « Je vais à la tombola ». Parce que ça me semble assez proche. Tambour qui est... Et tombola aussi. Parce que tambour, on pourrait dire tambour a sa personnalité propre. Tambour, on le sent bien, ça sonne bien. Tambour. Mais tombola aussi. Tombola aussi, il marche bien comme ça pour ça. Donc, au lieu de dire « Oh, et puis après tout, on pourrait peut-être appuyer sur ce tambour mou », à la place de cette longue phrase, on pourrait dire « Allons à la tombola ». Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel, et je suis avec François Massu et avec Poésie is not dead. Alors, on a évoqué la poésie. Est-ce qu'elle est lue? Est-ce qu'elle n'est pas lue? Elle est beaucoup publiée. Elle est peu vendue, effectivement. Et est-ce qu'elle ne serait pas également un petit peu, j'ai pas envie de dire confisquée, mais peut-être prise en otage aussi par un milieu un peu sclérosé, par certains cercles littéraires, par des gens qui sont qui s'octroient parfois le droit de dire ce qu'elle est, ou des milieux hermétiques. Oui, effectivement, je pense que ce que je propose, par exemple, dans l'espace public, beaucoup de poètes s'y reconnaissent pas. Je pourrais mentionner son nom, c'est l'ancien directeur de la collection Gallimard Poésie, qui est parti en Belgique. Je sais pas s'il est parti en Belgique. Non, je parle pas de. Non, je parle d'André Velter, qui, quand on a fait les chaises poèmes avec Michel Goulet au jardin du Palais Royal, on lui avait écrit, on avait été très respectueux en demandant les droits. Et on voulait mettre Henri Michaud et Antonin Artaud sur ces chaises poèmes. Et il nous avait refusé, alors qu'on avait l'accord notamment des ayants droit, parce qu'il nous a dit non, moi, ces chaises poèmes, ça ne m'intéresse pas. Alors bon, c'était un peu bizarre comme réaction. Après, on a compris pourquoi. C'est parce que effectivement, ces chaises poèmes avaient un grand retentissement dans le côté artistique, et comme ils n'étaient pas impliqués dès le début. Voilà. Donc il y a eu un peu des papes de la poésie comme ça qui un peu veulent surtout pas. Et c'est pas que dans la poésie, ces poètes 68 arts qui effectivement ont levé le poing révolutionnaire. Après, se sont bien, je dirais, garder le pouvoir, et on le voit aujourd'hui, il y a eu un creux entre les poètes aujourd'hui qui ont un certain âge et puis les plus jeunes, parce qu'ils ont voulu vraiment garder le pouvoir, et c'était eux la poésie, et la poésie, comme vous le mentionnez, c'était ça ou ça, alors dans n'importe quel milieu, que ce soit poésie expérimentale sonore ou poésie dite blanche, lyrique, l'école de Rochefort, etc. Et proposer de la poésie dans l'espace public, c'est pas assez pour certains. J'ai eu des poètes qui m'ont dit « Ah ben non, j'ai passé l'âge, moi je vais être à la maison de la poésie ou dans un musée, dire des poèmes pour le kidam de la rue, ça ne m'intéresse pas. » Bon, ben voilà, c'est un choix, je ne le partage pas, mais bon, chacun a ses avis. Donc, dernièrement, le 1er novembre, on s'est beaucoup amusé, on a fait Poème à la criée. J'ai récupéré, on parlait de la poésie ne se vend pas, effectivement. Jean-Pierre Balp, qui est un ami poète numérique et qui était le directeur du Bibval, avait une bibliothèque de poésie. Il était notamment un des cofondateurs, enfin, il était acteur de la revue Action Poétique qu'Henri Deluy menait, qui est arrêté, je pense, en 2010, qui était la plus vieille revue de poésie dès les années 50. Et donc, il avait plus de 1000 livres de poésie. Et il a mis sur les réseaux sociaux « Je les donne ». Parce que les bibliothèques n'en voulaient pas, parce que les bibliothèques disaient non, personne ne va sortir ces livres, on n'a pas de place. Et les gens voulaient quelques livres, des poètes bien spécifiques, je ne sais pas, Pierre Garnier, Henri Chopin ou d'autres, mais personne ne voulait prendre tous les livres. Donc j'appelle Jean-Pierre, je dis, il me raconte l'histoire, je dis, je viens les chercher. J'ai pris ma camionnette, j'ai pris les 1000 livres, et je lui dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les donner. Et donc, on a fait cette action dans la ville de Paris. On a commencé place Colette, on a terminé devant Shakespeare & Co. avec différentes stations. Et j'avais 3 caddies, les caddies de supermarché que j'avais récupérés, effectivement. Et ces livres, il m'en reste encore 400, mais
donné 600 livres de poésie dans l'espace public. Et les gens étaient très heureux. Les gens étaient vraiment réceptifs. Il y avait des Français comme des touristes étrangers. Et là, il y avait des poètes comme Julien Blaine qui faisait poème à la criée. Le Marseillais était tout à fait présent et donnait ses livres. Et au début, en riant, il dit ce livre vaut 5 €, 2 €, 1 €, personne n'en veut. Il le balançait dans la rue et les gens les récupéraient. Et il y avait eu Madécheng, il y a eu d'autres poètes, Patrice Cazel, des plus jeunes comme Natacha Guiquier, Michael Berdugo. Donc il y avait un peu, on était une quinzaine de poètes artistes où on a fait cette déambulation où on s'est arrêté, place de Furstenberg, place Saint-Sulpice, l'hôtel de la Beat Generation, et on a terminé devant Shakespeare & Co. Et tous les caddies étaient vidés. Donc ça, c'est drôle. Il en reste 400. Il en reste 400, donc on a prévu, mon ami poète Esther Ferrer aussi m'a dit on va faire une autre action, on va lire les livres dans l'espace public, mais on attend qu'il fasse un peu plus beau. Mais voilà, donc les gens sont... Si elle était mieux diffusée, je pense que les gens en liraient plus. Et j'ai pas de recette. Diffusé où? Dans les théâtres, à la radio, par exemple, ou dans les journaux? Tu penses pas qu'il faudrait si, effectivement. Alors, encart quotidien? J'avais rêvé, et je rêverais, mais je l'ai pas encore fait, écrire au président de la République et dire on devrait avoir 3 minutes de poésie entre la météo et le journal de 20h. À 19h56, vous avez 3 minutes de poésie, ça ne coûterait rien au service public à France 2. Mais qui regarde encore la télévision? Ou, en tout cas, ou sur un autre réseau. Alors après, aujourd'hui, d'autres gens, bon, moi je n'ai pas de réseaux sociaux à part ma chaîne YouTube. Ou sur cette chaîne YouTube, je mets des vidéos, à la fois des interviews de poètes que je vais voir, parce que c'est important de garder la mémoire. Donc j'ai interrogé Serge P, Julien Blaine, Philippe Castelin avant malheureusement qui décède, et d'autres, Joël Hubaut, Esther Ferrer et d'autres. Donc c'est important de garder cette mémoire parce qu'ils ont plein d'anecdotes à raconter. Donc ça c'est très sympathique. Et surtout quand malheureusement ils disparaissent, tout ça est oublié, perdu. Et puis des vidéos de lecture performance où je vais. Dernièrement, je suis allé au Générateur à Gentilly. Il y avait très belle lecture performance de Joël Hubaut, également de Sébastien Lispinas. Ça, c'est un lieu bien à faire connaître à nos auditeurs qui ne le connaissent pas, le Générateur à Gentilly. Puis la chaîne YouTube de Poésie is Not Dead, évidemment, avec tous ces documents. Et là, du coup, on va écouter Gerasim Luka. Tu veux nous le présenter un peu, si on peut. Gerasim Luka, rapidement, donc c'est un poète d'origine juive roumaine qui est venu en France, à Paris, et qui à la fois il était d'origine surréaliste, et puis après il a travaillé sa voix, le fameux bégaiement de Gerasim Luka, et un des poèmes passionnément, qui est pour moi un des plus beaux poèmes d'amour. Et j'aime à la fois son côté oral. Donc, il y a un très beau documentaire, Comment s'en sortir, que j'avais diffusé dans plusieurs endroits avec le producteur de l'époque, qui est un magnifique documentaire autour de la poésie. Si des professeurs veulent montrer ce que c'est que la poésie contemporaine, diffusez ces DVD, Comment s'en sortir chez José Corti, parce que ça a été enregistré il y a plus de 30 ans, mais c'est intemporel. Et Gerasim Luka a également un travail plastique que j'aime beaucoup, ses poèmes visuels qui sont très beaux. Voilà, donc c'est ce côté à la fois plasticien, poète visuel, poète sonore et de l'écriture. Très bien, donc on écoute passionnément, texte extrait de La Carpe, Le Chant de la Carpe, qui est paru aux éditions Le Soleil Noir en 1973. Le pas, le faux pas, le pas, le pas, le mauve, le mauvais pas, le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, passe, papa passe, il passe, il passe, le pas du pape sur le pape du pas du passe. Passi sur le pas, le passi, pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse, passe, passi, la passe, la basse, passi, la passion, basson, le bas, le pas, passion, le basson, et pas, le basso, do, pas, passe, passion,
passion ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos passion vos dominos d'or, c'est dommage. Ne domi passe. Passio vos pas ne dominez pas. Vos passes. Passion vos pas dévorants, ne dominez pas vora. Pas vora, ne dévorant, ne dominez pas vora. Vos rations, ne dominez pas vos passions, rations, vous ne dominez pas minez. Minez vos nations, minez, ne dominez pas. Pavora, vos passionnantes rations de rats de papa, minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rats, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragoût de pas, de passe, de passi, de pasigraphie, graphifi, de fifi, kiki, fenakisti, coco, fifi, fofo, fifi, photo, dominé, photo, mimé, fifi, photomicrographier vos goûts, c'est pour chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça. Passion de gars, coco, kistico, gars, les dégâts, passionné, il est né de l'année, de la négation, passion, gars, crachez sur vos nations, de la neige, il est né passionné, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, rage, il est né de la néga, crachez de l'année, de la gapa, négation, passion, passionné, passionné, je t'aime, je t'aime, passionné, t'aime, je t'aime, je passion, j'aime, passionné, aimer, émerger, mais j'aime, aimer, émerger, passi, immersion, passion, passionné, et je t'aime, passe, passion, oh, passion, ma crachez sur les rations. Ma grande, ma terrible passion, passionné, terrible passion, je t'aime, aime, je t'aime passionné, je t'aime passionné, je t'aime passionnément aimante, je t'aime passionnément, je t'aime passionné, je t'aime passionné, je t'aime passionnément, je t'aime passionnément. Vous écoutez Lire du dire, fréquence Paris pluriel 106.3 et je suis avec François Massu, créateur de Poésies Not Dead, un collectif qui diffuse partout la poésie, voilà, un peu partout où on peut, pour l'offrir à tout le monde. Alors, on évoquait effectivement cette désaffection plus ou moins efficiente, évidente de la poésie. Et qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses d'ailleurs que les plus jeunes écoutent de la poésie, eux qui auraient besoin effectivement d'y être perméables? Après, voilà, ça dépend comment, on va pas revenir sur la définition, qu'est-ce que la poésie, quel type de poésie. On peut pas la définir, on est bien d'accord. Déjà. Et donc, je pense que, je parle à mon petit niveau, des expériences de jeunes qui ont eu accès à la rencontre, c'est toujours cette histoire de rencontre humaine avec des poètes vivants. À Charleville, à un moment donné, je faisais venir des poètes contemporains en résidence. Il y a une résidence au musée Rimbaud, qui n'existe plus malheureusement, où pendant 3 semaines, des poètes venaient, un mois, au sein de la maison Rimbaud, et l'objectif, c'est d'aller dans les lycées, collèges, rencontrer, via un certain nombre de profs, des collégiens et lycéens. Et pour certains, c'était il y a 15 ans, j'ai gardé contact avec ces collégiens et lycéens qui sont devenus adultes. Et ils m'ont mentionné, ça leur a changé la vie et de la vision de ce qu'est la poésie.
Et donc, c'est une rencontre à la fois de la personne, du langage, du texte, et qui peut désarçonner, qu'on aime ou pas, mais qui peut toujours réveiller un peu les consciences. C'est un peu facile, mais en tout cas, le langage est toujours source d'interrogation aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut utiliser également les moyens modernes. Alors, je ne sais pas si encore aujourd'hui des poètes sur TikTok ou sur... Il faut y aller. Certainement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être Bernard Heidsieck ou Henri Chopin ou Raoul Haussmann seraient sur TikTok. Alors, non pas pour faire les zouaves, mais pour diffuser et puis utiliser, je dirais, ces réseaux pour... Je dirais, il ne faut pas non plus... c'est toujours la question. Est-ce qu'on doit totalement rejeter ou est-ce qu'il faut au contraire y aller, mais en apportant un message différent? Je me pose la question. Moi-même, je me suis retiré des réseaux sociaux. Après, j'ai cette chaîne YouTube qui est comme on le mentionnait tout à l'heure, les gens ne regardent plus beaucoup la télévision et je crois que YouTube aujourd'hui est le premier élément vidéo sur lesquels les jeunes regardent, que les jeunes consultent. Et je vois bien quand j'ai mis... Par exemple, j'avais filmé John Giorno. J'ai quand même 18 000 vues de John Giorno, ce qui est énorme. Je veux dire, au petit niveau de la poésie. Donc, il y a quand même des gens qui s'intéressent ou d'autres... je sais pas, Joël Hubo, il y a des vidéos vues à 1500, 2000 fois. Alors, ça reste très peu. Mais j'ai souvent des courriels de personnes qui m'écrivent en disant « Merci, je découvre des choses. » Donc voilà, au moins toucher une personne. Et les jeunes, je pense, sont en attente et c'est toujours la même chose. C'est le manque de diffusion. On parlait des cercles tout à l'heure. Si on reste entre nous, parce que c'est rassurant, c'est pas on ne jette pas la pierre, mais entre nous, c'est finalement, on s'auto-congratule, on s'auto-applaudit. Comme disait Bernard Heidsieck, on attend les applaudissements de politesse. Effectivement, prendre un risque. La citation que j'ai faite tout à l'heure, c'était Bernard Heidsieck qui avait fait une lecture à l'Élysée-Montmartre. Il était en première partie d'un groupe de rock ou punk. Donc vous imaginez, le public ne s'attendait pas à une lecture et il a lu le fameux Vaduz que vous avez entendu. Et au début, les gens, qu'est-ce que c'est de ça? Et puis après, Vaduz, ça dure quand même un certain nombre de temps. On rentre dans une espèce de mantra et de transe. Et donc, ça peut que surprendre le public. Et le public l'a applaudi. Donc voilà, tout n'est pas perdu, l'espoir est toujours là. Au fond de la boîte, il reste encore l'espoir. Donc on a besoin de continuer. Alors après, comme disait mon ami Jean-François Bory, la poésie aussi est une malédiction, c'est-à-dire on n'arrive pas à on aimerait quelquefois arrêter, mais on n'y arrive pas parce qu'elle est là, elle vous colle à la peau et elle demande qu'elle soit je sais pas, crier, hurler, susurrer, chuchoter et oxygéner, polliniser, percoler, voilà. Et est-ce que justement le rap et le slam sont pas des lieux où les plus jeunes vont, faute d'avoir peut-être d'avoir des propositions, j'ai envie de dire, à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas à chercher le poème, mais que le poème aille à eux, ou la poésie. Est-ce que justement le rap, le slam, pour eux, n'est pas ce nouveau territoire poétique qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Oui, alors le rap, le slam, c'est plus si jeune que ça maintenant. Non. Ça a plus de 30 ans. Ouais, ça continue. Et je pense que les scènes de slam et de rap sont des bonnes scènes pour les jeunes poètes. Enfin, moi, je vois bien, on parlait avec Natacha Guyet, qui est une jeune poétesse. En même temps, elle se dit slameuse. Elle a commencé sur les scènes de slam. Et après, il faut la curiosité. C'est-à-dire que faut pouvoir vraiment faire des passages d'un univers à un autre. C'est toujours la même chose. Quand on est dans sa chapelle, on fait que de la poésie sonore ou que de la poésie dite blanche. Faut prendre le risque, c'est ça. C'est risque et fraîcheur et être funambule et pouvoir passer d'un univers à un autre. Et donc, je connais des poètes aujourd'hui qui ont commencé par le slam et ensuite qui ont découvert des choses qui se rapprochaient du slam ou de la sonorité dans l'oralité. On parlait tout à l'heure, on a diffusé Christophe Darcos, il y a des gens comme Charles Penquin, Edith Hazan, voilà, qui, je dirais, ne peuvent que surprendre les jeunes. Enfin, vous allez à une lecture de
de Charles Penquin, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est de ça? Et il est surprenant, il est drôle, et en même temps il y a un vrai message derrière. Il y a aussi le fond, et la forme. Il est venu dans Lire du dire, Charles. J'ai la chance d'avoir les bonnes ondes de Charles qui règnent dans cette salle. Voilà, c'est ça. Et bon, maintenant alors quelles sont les prochaines étapes? Là, finir la revue Dox, qui est vraiment un héritage de ces poésies. En plus, ce qui est bien, c'est dans Dox, c'est un laboratoire d'expérimentation. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça, c'est un héritage. Merci à Julien Blaine, à Jean, et de m'avoir, et à Xavier, d'avoir voulu continuer cette aventure. 1976, elle fêtera ses 50 ans dans 3 ans. Et c'est une revue internationale. C'est ça aussi qui m'intéresse. Et avec différents médiums. C'est-à-dire qu'il y a le côté livre, papier, mais il y a un DVD. Et là, dernièrement, j'ai retrouvé des enregistrements de Christophe Darcos inédits. Voilà. Donc, on va sortir également un tirage de tête avec des cassettes, comme dans les années 90, de Christophe Darcos, qui avait enregistré ses poèmes sur une machine à la BNF qui faisait lire. C'était des machines pour les personnes non-voyantes. Et donc, vous mettiez vos livres et la machine lisait avec une voix un peu électronique. Et Philippe Castelin avait, dans le Dox 1998, Poésie sonore, avait mis un extrait. Et là, c'est mon ami Lucien Swell, autre poète que j'aime beaucoup, qui m'a prêté cette cassette. Et donc, on va faire un tirage de tête sur Dox. Donc, Dox, d'autres chaises poèmes qui vont venir. Et on essaie d'avoir des chaises poèmes pour le grand public, c'est-à-dire pas juste au Palais Royal, mais vous pourrez acheter votre chaise poème, vous mettre dans le jardin. Donc ça, c'est l'idée avec Michel Goulet. Et là-dessus, on gagne jamais d'argent, mais l'idée, c'est de pouvoir... On a trouvé celui qui produit les chaises des Tuileries et du Palais du Luxembourg, et il est partant pour faire une collection de chaises poèmes. Donc on se dit, bon ben voilà, peut-être que ça va percoler, que ça va un peu partout. Chacun pourra avoir sa chaise poème sur sa terrasse ou dans son jardin. Et voilà, d'autres projets en cours, toujours. Merci beaucoup d'être venu. Merci de votre accueil. Merci beaucoup, François. À bientôt. Ah oui.